Bonjour. Après 40 ans de règne presque sans partage, le président de la République totalise un bilan peu reluisant. L'économie est à genoux, la finance est à terre, la situation politique du pays est marquée par la violence, le bâillonnement des droits et libertés des citoyens. Le projet de démocratisation a été corrompu et détourné au profit d'un autoritarisme décomplexé, c'est-à-dire un autoritarisme qui n'a pas honte de s'affirmer comme tel. La sécurité du pays est en lambeaux, la crise de Boko Haram, la crise anglophone, l'insécurité domestique c'est la mort, des assassinats, des accidents chaque jour que Dieu a créé, la vie est de plus en plus chère, tout le monde jongle sauf les voleurs de la fortune publique, le climat social est tendu, le tribalisme connaît des scores mirobolants, la déviance a atteint les cotes les plus alarmantes. Quel est le secteur qui marche vraiment bien dans ce pays? Il faut être soit naïf, soit malhonnête pour dire que le bilan du président depuis son arrivée au pouvoir en 1982 est de qualité. Mais la question que nous nous posons ce matin est celle de savoir ce qui n'a pas marché. En guise de réponse, nous avons décidé d'énoncer les 10 péchés capitaux du président Biya depuis son arrivée au pouvoir. Le premier péché est le refus de sortir le Cameroun du néocolonialisme, de l'état néocolonial que lui lègue Ahidjo. Il a non seulement maintenu la dépendance du pays des puissances néocolonialistes qui ont continué à prendre le pays pour un prix carré, une vache à lait où chacun vient puiser sa part, il a également maintenu un système gouvernant de laquais des maîtres occidentaux. Le deuxième péché est le refus de travailler sur sa légitimité populaire. En langage terre à terre, il n'a pas créé un lien affectif effectif avec son peuple. Il a cru que le fait que le peuple ait peur de lui à cause de la répression, cela veut dire que ce peuple l'aime. Il a cru que le silence imposé par la répression ou les allégeances par peur ou par calcul politique signifiait que le peuple l'aimait. Or, c'est ce lien qui lui aurait permis de compter sur le peuple pour chasser les néocolons, compter sur le peuple en cas de représailles, le genre qu'en cas de représailles, tous les Camerounais allaient dire aux puissances occidentales prédatrices que vous allez tous nous tuer. Ne touchez pas à notre nationaliste. Ne pouvant donc pas compter sur le peuple, il a préféré continuer à faire les affaires des néocolons pour éviter les représailles qu'il allait gérer seul. Le troisième péché est la perpétuation du système néopatrimonial où la chose publique est considérée comme l'affaire du roi qu'il distribue comme il veut et à qui il veut. Le pays et ses ressources sont devenus sa propriété avec ses sous-traitants. Bienvenue la dilapidation des ressources, bienvenue les détournements, bienvenue le favoritisme. Le quatrième péché est le clientélisme. Il a maintenu et entretenu un système d'achat des consciences par de l'argent, des postes administratifs et bien d'autres privilèges. Ce qui a tué la méritocratie. Le clientélisme a créé l'économie des courtisans. Beaucoup ont compris qu'il aime quand on lui chante les louanges. Il aime quand on lui dit qu'il a une belle voix, un beau plumage comme le corbeau. Ce sont en réalité des griots ou alors des renards qui se sont infiltrés comme ça dans le système jusqu'à le prendre en otage. Ce sont eux qui ont achevé le président. C'était fini. Plus de chance qu'il écoute ceux qui avaient la vérité à lui dire. C'est devenu la chorale. Ils ont bien profité de lui. Le cinquième péché est l'état seigneurial. Au lieu de piloter lui-même les principaux secteurs du pays, il a créé un système de petits seigneurs à qui il a quasiment abandonné les pans entiers du pays. Des régions, des départements, des arrondissements dépendent de l'administration et des institutions. Ces seigneurs ont fait le vrai s'assailler, chacun dans son couloir, alors que le président attendait d'eux des résultats, lui-même assis loyalement a tout dit. Le sixième péché est l'impunité. Il a laissé les gens voler à volonté. Il a laissé les gens prendre des libertés folles dans ce pays. Liberté avec les ressources de l'État, liberté avec la vie des citoyens. Le septième péché est l'orgueil qui explique le refus de consensus. Le président a été très réfractaire aux ententes avec ceux qui voyaient le Cameroun autrement. Il les a toujours considérés comme des ennemis. Il a toujours pris le dialogue comme un aveu de faiblesse. C'est lorsqu'il s'est parfois trouvé acculé qu'il a souvent accepté le dialogue, le consensus qu'il prend toujours le soin de réduire en simulacre. Le huitième péché est le pilotage automatique du pays à partir d'une sorte de bunker
dictateur, un président physiquement loin de ses populations, physiquement loin des projets qu'il initie. Il se déplace peu, il sort peu, il discute peu avec sa population. Il n'écoute que les griots. Le 9e péché, c'est qu'il ne sort jamais de la logique des campagnes électorales. Tout ce qu'il fait, c'est en termes de séduction politique. Il a toujours généralement fait des choses non pas pour répondre aux besoins vitaux des populations, mais pour des fins purement électoralistes. Du coup, tout est resté promesse de campagne chez lui. Le 10e et dernier péché est la personnification et la personnalisation du pouvoir. Tout tourne autour de lui et tout doit être fait dans le sens de la préservation perpétuelle de son pouvoir. Voilà, de notre point de vue, les 10 péchés capitaux du président qui sont à l'origine de son bilan peu reluisant en 40 ans de règne. Bon début de semaine à tous. Alors, quand on a fini d'écouter le docteur Aristide Monod, on peut convoquer le thèse du directeur de l'ESTIC, ancien éditorialiste à la CATV, sur les silences du président de la République. Parce que les 10 grands péchés peuvent se résumer au seul fait que le président de la République bien parle moins et a donné la force à ses administrés d'avoir une sorte de s'accaparer en tant que les seigneurs de leur petit pouvoir où ils peuvent puiser de l'argent sans punition. Et cela fait en sorte que pour pouvoir protéger cet espace-là, ils se maintiennent, ils font tout et tout pour se maintenir et cela permet à celui qui les a nommés d'être confortablement à l'aise à étudier. Mais dans ce sillage-là, il y a un qui suit au contexte du temps, c'est le 4e point que le docteur Aristide Monod a bien voulu signaler, celui du clientélisme. Voyez-vous, aujourd'hui, si on est arrivé à voir l'opposition de la majorité présidentielle, c'est notamment sur ce point du clientélisme. Des papas réfléchis, des jeunes qui ont atteint l'âge de la responsabilité, qui, de par leur parcours, de par leur background, devraient tout faire pour consolider un certain nombre de valeurs, mais qui continuent toujours à surprendre, à défrayer la chronique avec soit leurs propos ou alors leurs actes. Le comble récemment, c'est celui des chefs traditionnels de la Léki. Et on a vu certains leaders des partis politiques cautionner cela. Comment ne pas dire que ce sont des gens qui cherchent pour eux? Lorsqu'on sait qu'il y a eu par des passés des gens qui ont été très critiques au pouvoir en place et que par la suite, ils ont rejoint la majorité présidentielle et aujourd'hui vivent nettement mieux que l'air qui dégageait lorsqu'ils étaient dans l'opposition. Comment ne pas vite faire le rapprochement entre ce comportement de ces hommes politiques-là et ceux qui ont tout simplement abandonné leur parti politique, non pour une autre partie politique de l'opposition, mais pour rejoindre une cellule du RDPC dans leur village. C'est légion. Et donc, si le président bien a fait ça parce qu'à un moment donné, il s'est dit l'unique issue pour lui, c'est de se maintenir au pouvoir et mourir au pouvoir à tout prix, eh bien, cela est naturellement contre la démocratie et contre le peuple camerounais. Et c'est pourquoi les critiques, l'opposition du front, comme le MRC, existent. Et on comprend, à partir de cette base-là, que c'est normal que le pouvoir en place puisse ne pas aimer le MRC. On comprend qu'elle puisse tout faire pour que le MRC ne trouve pas les alliés. On comprend qu'elle fait tout pour fragiliser la base militante du MRC pour le rapprocher tout simplement à une base ethnique. Ce qui a échoué. Ce qui continue d'échouer. Il y a des gens en 2018 qui ont dit que le MRC a signé sa mort politique. Tout récemment, les chefs de la Ligue ont encore acté une autre mort politique. Et la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que le MRC est devenu Jésus qu'on tue, il ne meurt pas? Parce que nous qui avons connu les disparitions dans nos familles, nos souhaits auraient, à un moment donné, de revoir ces personnes qui étaient si chères à nous, mais qui sont parties d'au-delà. Et donc, on parle de mort par respect pour ceux qui sont déjà partis. On ne pense pas qu'on peut parler de mort 2 fois. Sinon, pourquoi ceux-là ne sont plus jamais revenus pour faire parler d'eux?
en quelque sorte, si on en parle du MLC aujourd'hui, c'est qu'effectivement, elle n'est pas morte en 2018. Comme mon assemblée nous fait croire que tout s'est résumé à prendre quelques chaises dans une assemblée où les chaises sont d'office redistribuées selon les humeurs du RDP. Ce n'est pas une insulte à la démocratie camerounaise s'il y en a un. C'est un fait, c'est un constat. La preuve en est que le dirigeant actuel, le président de l'Assemblée nationale en ce moment, dans son discours inaugural de la session budgétaire du mois de novembre, a tout simplement dit, a parlé du mapartisme. Il est question que davantage l'exécutif lui laisse gérer l'Assemblée comme le bon lui semble, pour qu'il n'y ait pas d'infiodation qui vient de la présidence de la République.